Le mariage se déroula dans la somptueuse salle de bal d'un hôtel 5 étoiles de Makati, le lieu le plus luxueux de toute la métropole. I can't believe it. Jennifer Reyes, la mère du marié, était impliquée dans tout. Elle avait personnellement composé le menu à 7 plats, s'était disputée avec le jury sur la nuance exacte de crème des roses des imposantes compositions florales, et avait même choisi le quatuor à cordes. Le contrôle était sa nature, il se lisait sur son visage. Femme imposante et robuste, Jennifer affichait sa richesse, de lourdes bagues en or, une à chaque doigt, scintillait à chacun de ses gestes, et son regard était si intense et autoritaire que les vendeurs du marché local baissaient instinctivement leur prix pour elle, sans même un mot de marchandage. Son fils, Kyle Santos, épousait Bea Cruz, une jeune femme discrète à la peau claire, dont les grands yeux sombres trahissaient une profonde tristesse. Jennifer tolérait sa nouvelle belle-fille. C'était précisément le genre de tolérance qu'on réserve à un malheur inévitable, comme un typhon ou un contrôle fiscal imprévu. La jeune fille était issue d'une famille pauvre, sans relations influentes et certainement sans héritage ni dot. Sa mère était décédée des suites d'une longue maladie alors que Bea n'avait que 5 ans. Son père, simple ouvrier dans une usine de Laguna, était l'un des milliers d'anonymes qui travaillaient dans l'ombre. Manuel Diaz. Ce nom lui semblait banal. Ses mains étaient couvertes de callosité, son costume semblait emprunté, et il avait la fâcheuse habitude de fixer le sol, muet comme une carpe. Kyle aurait pu trouver tellement mieux, avait murmuré Jennifer à sa sœur, Maria Clara Garcia, lors de la première rencontre des familles. Mais il est tombé amoureux comme un imbécile. Elle avait soupiré, un long soupir de martyr. Bon, on se débrouillera. L'important, c'est qu'elle obéisse. Mais son père, mon Dieu, vous auriez dû le voir. C'est une honte ambulante. Maria Clara, les lèvres d'un rouge carmin sévère, avait acquiescé d'un air obséquieux. Elle aussi désapprouvait cette union. Après tout, leur famille possédait une chaîne lucrative de quincailleries et de magasins de matériaux de construction. Le mari de Jennifer, José Lim, complétait leur fortune grâce à un garage automobile prospère et 3 ateliers de réparation d'appareils électroniques très fréquentés. Et ce Manuel Diaz, que pouvait-il bien apporter? Une chambre louée dans un quartier surpeuplé de Quezon City? Un téléviseur d'occasion? À la réception, les proches et les associés du marié occupaient la quasi-totalité de la salle de bal. C'était un clan bruyant et exubérant, dégageant une confiance inébranlable dans leurs costumes sur mesure et leurs robes de créateurs. Leur rire était sonore, leurs gestes amples, une démonstration ostentatoire de leur statut social. Du côté de la mariée, une dizaine de personnes seulement étaient rassemblées autour d'une table, paraissant petites et déplacées, quelques parents éloignés venus de loin, 2 ou 3 amis de Bea de l'université, et leur voisine, Tessie de la Cruz, une femme aimable et d'un certain âge qui avait aidé Bea à retoucher sa simple robe de mariée. Manuel Diaz était assis à l'écart, presque invisible dans le décor grandiose de l'événement. Il avait au moins acheté un costume neuf pour l'occasion, un costume bleu foncé uni, simple mais respectable. Il avait tâtonné avec sa cravate, et juste avant la cérémonie, Bea la lui avait remise en place, ses mains tremblant d'une nervosité qui reflétait la sienne. « Papa, pourquoi es-tu si pâle » avait-elle demandé d'une voix inquiète. « Tout va bien, ma fille. Tout ira bien. » Il avait prononcé ces mots, mais sa voix était tendue, creuse, comme s'il détenait le secret d'une tempête imminente, une tempête qu'elle ne pouvait encore voir. Le programme se poursuivit et les toasts commencèrent, chacun rendant hommage aux puissantes familles Lim et Reyes. José Lim, le père du marié, s'était déjà levé 2 fois, sa voix tonitruante emplissant la salle tandis qu'il évoquait la construction d'une famille forte, l'importance des héritiers pour perpétuer leur héritage et le choix de son fils d'une jeune fille, modeste, mais respectable. Pourtant, dans sa prononciation, le mot « modeste » était empreint de condescendance et « respectable » d'une légère pointe de doute. Après les discours, Jennifer remit au couple leurs cadeaux, les clés d'un appartement récemment rénové dans un immeuble de grande hauteur dont ils étaient propriétaires. La salle explosa d'applaudissements nourris. Puis, Maria Clara tendit une épaisse enveloppe impeccable, dont le poids indiquait clairement qu'elle contenait pas moins de 500 000 pesos. « Et maintenant, le cadeau du père de la mariée » annonça le maître de cérémonie. Une légère gêne, presque imperceptible, transparaissait dans sa voix professionnelle. Tous les présents, et surtout les proches du marié, connaissaient le protocole. Ils se préparaient à un cadeau modeste, peut-être sentimental, mais finalement insignifiant. Manuel Diaz se leva. Dans ses mains calleuses,
il tenait une simple enveloppe blanche. Fine, presque impalpable. Pas de ruban, pas de carte décorative, rien pour l'orner. Jennifer échangea un regard entendu, légèrement moqueur, avec Maria Clara. José Lim se laissa aller dans son fauteuil, un sourire narquois aux lèvres, et croisa les bras. C'était l'attitude d'un homme qui savait, avec une certitude absolue, qu'il allait assister à quelque chose de pitoyable. Manuel s'approcha lentement de sa fille. Il lui tendit l'enveloppe et dit, d'une voix basse mais suffisamment claire pour percer le silence attentif de la pièce, « C'est pour toi, Béa, ma fille. Lis-le toi-même. » Béa accepta l'enveloppe, son sourire s'effaçant sous l'effet de la confusion. Elle avait passé sa vie à protéger son père du ridicule, à esquiver les regards condescendants, à feindre de ne pas remarquer les affronts, subtils ou non. Mais à cet instant précis, elle ne souhaitait qu'une chose, que la terre l'engloutisse, que ce projecteur insoutenable s'éteigne enfin. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, pas d'argent, mais une simple feuille de papier pliée. Béa commença à lire. D'abord, son expression était neutre, un masque de curiosité polie. Puis, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Elle devint si livide que Tessie de la Cruz se leva à moitié, persuadée que la pauvre fille allait s'évanouir. Béa lut jusqu'au bout, la main portée à sa bouche. Elle leva les yeux vers son père. Il la regarda avec un calme déconcertant, le regard d'un homme qui avait porté un fardeau immense et écrasant pendant 20 ans et qui, enfin, l'avait déposé. « Papa, murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Papa, qu'est-ce que c'est ?»« La vérité, mon enfant. C'est tout simplement la vérité. » Sans un mot, Béa tendit la feuille de papier à Kyle. Il la prit, l'air perplexe, se demandant peut-être s'il s'agissait d'un poème ou d'un petit chèque de 1000 pesos pour lui porter chance. Il commença à lire. Un silence profond s'abattit sur la salle de bal. Le maître de cérémonie se figea au milieu d'une phrase, micro en main. Les invités échangèrent des regards confus et interrogateurs, leur conversation s'éteignant peu à peu. Tandis que Kyle lisait, son visage devint le reflet d'émotions changeantes. La curiosité initiale se mua en une profonde incrédulité, puis en un choc absolu. Arrivé à la dernière ligne, il s'affaissa, puis lentement, comme si ses jambes s'étaient liquéfiées, il s'écroula sur sa chaise. « Kyle! Kyle !» Jennifer Reyes se leva d'un bond. « Kyle, mon enfant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit ?» Elle accourut à ses côtés, lui arracha le papier des mains et parcourut les lignes du texte du regard. À mesure qu'elle lisait, son visage se figea, devenant d'un gris cadavérique. La lettre racontait une histoire vieille de 23 ans. José Lim et Manuel Diaz avaient été associés. Ensemble, ils avaient réuni leurs dernières économies pour ouvrir un petit magasin de pièces automobiles dans un garage loué. Manuel y avait investi tout ce qu'il possédait, le produit de la vente du petit terrain de ses parents et un prêt à taux d'intérêt exorbitant qu'il pouvait à peine rembourser. José avait investi moins de capital, mais il avait un bagou exceptionnel et un don pour la négociation. L'affaire avait prospéré. Mais après 2 ans de succès, José, rongé par l'avidité, avait engagé un avocat rusé et falsifié une série de documents, effaçant ainsi Manuel de la structure juridique de l'entreprise. Un matin, Manuel arriva au magasin qu'il avait bâti à la sueur de son front pour apprendre qu'il n'était plus associé, qu'il n'était plus qu'un ancien employé licencié pour absence injustifiée. Il tenta de se défendre en justice, mais ce fut un combat perdu d'avance. José avait déjà des relations, de l'argent et les bonnes personnes à sa solde. La procédure judiciaire plongea Manuel dans une épreuve humiliante, le ruinant. La honte et le stress de la trahison furent trop lourds pour sa femme, Remedio. Sa santé déjà fragile se détériora et elle succomba à un cancer agressif, mourant en 6 mois seulement. Manuel se retrouva veuf avec une fille de 5 ans, Béa. Mais il ne s'effondra pas. Il se retira simplement dans l'ombre. Il trouva un emploi subalterne à l'usine de Laguna, se consacra à l'éducation de sa fille et entama sa longue et silencieuse veillée. Pendant 20 ans, il avait patiemment rassemblé les preuves, une à une, de vieux contrats que José croyait détruits depuis longtemps, des déclarations sous serment de personnes ayant travaillé avec eux à leur début, des bordereaux de transactions bancaires miraculeusement conservés dans des archives poussiéreuses, de vieilles lettres, des relevés de transactions, des affidavits notariés. Toutes ces preuves étaient déjà entre les mains d'un enquêteur spécial. Une procédure pénale avait été officiellement engagée 3 mois auparavant,
mais José, retranché dans son monde de richesse et d'influence, n'en savait rien. Le document que Jennifer tenait d'une main tremblante était une copie certifiée conforme de la résolution officielle recommandant le dépôt d'une plainte pour fraude à grande échelle. Un autre document y était joint, les résultats officiels d'une expertise médico-légale confirmant que les signatures sur les documents de dissolution de la société, celles que José avait utilisées pour s'emparer de l'entreprise, étaient des faux. Le crime était non cautionnable. Le délai de prescription n'était pas expiré en raison des sommes astronomiques en jeu. José risquait jusqu'à 10 ans de prison. Espèce d'enfoiré. Rugit José Lim en se levant d'un bond et en renversant sa chaise avec fracas. Son visage était un masque de fureur écarlate. Tu as fait semblant pendant toutes ces années. Manuel Diaz resta parfaitement immobile, un îlot de calme au milieu de la tempête qu'il avait déclenchée. Je ne faisais pas semblant, José. J'attendais. Il y a une énorme différence. Je vais te détruire. Je vais te ruiner. Hurla José, la salive giclant de ses lèvres. Tu as déjà essayé, José. Il y a 23 ans. Tu m'as tout pris. Mon entreprise, ma santé, ma femme. La voix de Manuel restait calme, mais une douleur vive et ancestrale brillait dans ses yeux. J'ai enterré Remedio quand Béa avait à peine 5 ans. Elle n'arrêtait pas de me demander, « Papa, pourquoi maman ne se réveille pas ?» Et je n'avais rien à lui répondre. Tu croyais que j'allais oublier? Tu croyais que je t'avais pardonné? Non, José. J'ai juste appris à attendre. La vie m'a appris la patience. Ma femme, que tu as tuée au non pas de tes propres mains, mais ta cupidité l'a tuée aussi sûrement qu'une arme où elle n'a pas pu survivre à l'humiliation publique, aux interminables comparutions au tribunal, aux nuits blanches passées à s'inquiéter pour notre avenir. Tu nous as brisés. Et puis tu me croisais dans la rue, tu me saluais d'un signe de tête désinvolte, tu rentrais chez toi et tu racontais à ton fils à quel point tu étais un homme qui avait réussi par lui-même. Pas une seule fois, tu m'entends, pas une seule fois tu ne t'es arrêté pour te souvenir des os que tu as brisés pour bâtir ton trône. Jennifer resta figée, le visage blanc comme un linge. Maria Clara halta, la main sur le cœur. Kyle restait immobile, fixant un point précis sur la nappe, le monde complètement effondré. Papa, Béa fit un pas hésitant vers son père, les larmes ruisselant sur ses joues. Papa, je ne savais pas. Je ne voulais pas que tu le saches, ma fille, dit-il doucement. Je ne voulais pas que tu grandisses avec de la haine au fond de ton cœur. La haine est un poison qui te ronge de l'intérieur. Je voulais que tu vives une vie normale. Je voulais que tu aimes, que tu fasses des études, que tu aies des rêves. Cette affaire entre José et moi était mon fardeau. Et maintenant, c'est le fardeau du procureur. Il se tourna vers la salle stupéfaite et silencieuse. Je vous prie de m'excuser d'avoir gâché la fête. Mais il est important que les jeunes mariés sachent à quel genre de famille ils s'intègrent, et sur quel argent cette famille a bâti sa fortune. Manuel mit sa casquette simple et usée et se dirigea vers la sortie, le dos bien droit. Arrivé à la porte, il s'arrêta et se retourna vers sa fille. Béa, ma fille, je t'aime. Quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours de cela. La décision que tu prends maintenant t'appartient, à toi seul. Et il disparut. La somptueuse réception de mariage a viré au chaos et à la honte. Les invités ont commencé à partir dans un exode silencieux et précipité, s'évitant du regard. On a retrouvé Jennifer Reyes en larmes dans un placard à balai, tandis que José Lim, les mains tremblantes, hurlait au téléphone sur son avocat. Kyle a fini par s'approcher de Béa. Son visage était une expression de désespoir. Tu savais? A-t-il demandé d'une voix rauque et méconnaissable. Non, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Alors que va-t-il se passer maintenant? Béa l'a regardé, un long regard triste empreint d'une compréhension soudaine. Je ne sais pas, Kyle. Honnêtement, je ne sais pas. Mais maintenant, je comprends. Je comprends enfin pourquoi papa rentrait de l'usine toutes ces années, épuisé et couvert de crasse, et restait assis là, seul, pendant des heures, à fixer la vieille photo de maman. Il restait là, sans dire un mot. J'ai toujours cru qu'il était simplement en deuil, qu'elle lui manquait. Mais il n'était pas seulement en deuil. Il attendait. Il attendait que justice soit faite. Elle retira lentement sa bague en diamant et la déposa délicatement sur la nappe blanche immaculée.
Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. J'ai besoin d'être seule. 6 mois plus tard, José Lim fut reconnu coupable. Compte tenu de son âge, de son casier judiciaire vierge et d'une multitude de témoignages élogieux, il bénéficia d'une peine avec sursis. La véritable punition, cependant, fut financière. Il fut condamné à céder l'intégralité de son empire commercial à Manuel à titre de dédommagement. Presque tout avait disparu. Mais Manuel Diaz ne garda pas un seul centime pour lui. Il avait fait transférer l'intégralité de sa part à un hospice caritatif de Cebu, là même où sa bien-aimée Remedio avait passé ses derniers jours douloureux. Béa et Kyle n'avaient jamais officiellement divorcé, mais cette révélation avait creusé un fossé infranchissable entre eux. Le soir, elle venait souvent rendre visite à son père dans sa petite chambre louée. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Elle préparait du café, et ils restaient assis ensemble dans un silence apaisant. Un soir, elle finit par poser la question qui la taraudait. « Papa, tu te sens mieux maintenant? Est-ce que ça a apaisé les choses ?» Manuel fixa longuement le ciel qui s'assombrissait par la fenêtre avant de répondre. « Non, ma fille, dit-il enfin, la voix empreinte de la gravité des années. La vengeance ne guérit pas. Elle ne fait que clore un chapitre douloureux de ta vie. La douleur reste. Elle reste toujours. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un profond soupir, « Mais la porte est fermée. Et cela, en soi, est déjà quelque chose. »